ton père n'a pas réussi à te dresser, moi je vais te dresser. C'est une phrase que j'oublierai jamais. Il arrive, il se déchaîne sur moi. Suite à cet incident, j'ai dit la prochaine fois, je vais mourir. Je suis Lydie Drame, journaliste. Je le rencontre en 2010. Je vais travailler et il prend la rue en voiture à contresens, une manière un peu originale pour me draguer. Et du coup, en arrivant, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis l'effet bad boy, quoi. Je suis interloquée, choquée. Et puis de fil en aiguille, on se fréquente. Alors c'est le prince charmant. Il est galant, il parle bien, il m'ouvre la porte, il est prévenant, toujours en train de m'envoyer des messages, très attentionné, très doux au départ. Plus il prend, on va dire ça comme ça, de la place dans ma vie, plus je le fréquente et plus il devient possessif. Et suite à cela, je tombe enceinte et ça déclenche ce qui arrive par la suite. Tout se passait bien, ça faisait plus de 10 mois qu'on se fréquentait. Il était à l'époque aux États-Unis, comme c'est un sportif professionnel, il faisait des allers-retours et voilà, ça se passait plus ou moins bien, donc il n'y avait pas de problème plus que ça, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis moi, j'avançais en âge, j'étais intermittente du spectacle, je fonctionnais bien, mais en même temps, ma fille grandissait, parce que j'ai une première fille. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un petit garçon? Ouais. Il était très prévenant, même au niveau de ma famille. Je me rappelle que la première fois qu'il a rencontré Océane, quand je lui ai présenté, il l'a porté sur ses épaules. Il a fait le tour, c'était dans le petit parc de la mairie de Fontenay-sous-Bois. Et en fait, non, il n'y avait rien de... Il était gentil avec elle. Pareil, il est parti à Montpellier avec moi, avec mon père, ma fille, chez une cousine à moi. Donc, on a fait quelques jours là-bas. Bon, il n'y avait rien qui présageait ce genre de comportement. Je suis flattée de sortir avec lui. Agréable, gentil, on ne peut pas rêver mieux. Je suis intermittente du spectacle à l'époque, je fais des clips et j'avais l'habitude de le ramener avec moi, il me déposait ou il restait. Puis petit à petit, j'ai commencé à avoir le regard qui changeait un petit peu. Enfin, le regard me disait beaucoup déjà. Enfin, je n'ai pas pris en considération, mais maintenant avec le recul, il commençait déjà à rechigner un petit peu. De la jalousie, puis il venait... à des moments où c'était pas prévu qu'ils viennent sur les tournages, ça commençait un peu à gêner un peu tout le monde. Une personne le voit, ma meilleure amie me dit, je sais pas, je le trouve un peu trop collant, regarde, tu avais rendez-vous avec moi, on devait passer l'après-midi ensemble, il t'a déposé il y a 1 heure, ça fait même pas, il t'envoie 40 textos et là il dit qu'il vient te récupérer. Et c'est vrai que ça aurait dû aussi me mettre la puce à l'oreille. Mais moi, je lui dis, mais non, c'est parce qu'il est foufou. Enfin, je lui trouve toujours des excuses, en fait. À chaque fois, il me dit qu'il veut prendre soin de moi, qu'il est là pour moi, qu'il faut que j'apprenne à me laisser aimer. Parce que comme je suis une fille hyper indépendante, hyper libre, il me dit que je ne sais pas aimer, qu'il va m'apprendre à aimer et que je ne sais pas... que je ne connais pas l'attention et comme on ne m'a pas donné d'attention, je ne sais pas ce que c'est. Donc il ouvre cette faille. À ma première dispute, il vient sur un tournage alors que ce n'est pas prévu. Et puis c'est un ami à moi qui me dit bah, tiens, dans les caméras, il voit, il dit mais c'est pas ton... Et je me dis mais qu'est-ce qu'il fait là en fait? C'était pas prévu. En fait, il est en mode camouflage quoi, sur le tournage. Je dis mais oui, c'est lui et tout. Puis déjà, ça me met mal à l'aise. Donc, je décide de continuer mon tournage. Puis après, je m'en vais. Je me dis, tant pis pour lui. Puis donc, il m'appelle. Et je décroche pas. Je me dis, c'est du grand n'importe quoi. Alors, à ce moment-là, mon caractère revient. Et je dis, non, mais c'est pas possible, ça va pas le faire. Et du coup, je dis, bah, tant pis, quand il sera calmé, en fait, je réponds pas. Et puis, je rentre chez moi et je le trouve devant ma porte. Donc voilà, première dispute. Il a l'air tout calme. Il fait genre parce qu'il sait que moi j'ai le regard aussi qui a changé. Comme j'ai dit, je suis quelqu'un de caractère. Hein. Donc il s'adoucit. Quand il me voit, en fait, il fait en fonction de moi aussi. Il voit que là, je ne suis pas d'humeur et que ça risque de vriller. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se fait tout doux pour pouvoir rentrer. Il rentre et puis il m'explique que non, tu ne te rends pas compte, je me suis inquiétée. Il retourne la chose en fait. Oui, tu veux pas qu'on t'aime, chaque fois que quelqu'un s'intéresse à toi, pourquoi tu es comme ça? T'as vu, il peut t'arriver n'importe quoi sur le chemin. Alors que moi, depuis toujours, depuis l'âge de... Enfin, je survis par mes moyens, quoi. Puis à l'époque, je vivais de mon physique. Donc, je ne pouvais pas tolérer certaines choses. Il se calme, il rentre, il s'assoit, je l'écoute.
Et à un moment donné, je m'assois et je pense que mon regard change, je me réadoucis. Et au moment où je faiblis, il me balance comme s'il allait m'étouffer, un coussin. Et là, je retire le coussin et mon regard rechange en fait. Il m'a serré dans ses bras, il m'a dit mais je t'aime et tout. Et moi je suis restée et du coup chaud froid. Et en fait quand il s'est mis à pleurer sur moi et qu'il m'a pris dans ses bras, eh ben j'ai relâché mon armure. Je suis redevenue, je me suis laissée faire en fait. Je me suis dit bon, c'est peut-être moi qui réagit trop à vif en fait. Je me rappelle que je tombe enceinte et puis je vais, ma meilleure amie de tout à l'heure, je vais manger avec elle au restaurant. Hein, et à un moment donné, il arrive d'un seul coup dans le restaurant, parce que j'ai mes habitudes, et il me dit, parce que c'était chez moi, hein, donne-moi tes clés. Et moi, l'attitude de ni bonjour, ni quoi que ce soit à mon ami, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait en fait? Je lui ai dit, mais déjà, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, donne-moi tes clés. Ma copine me regarde, elle ne sait plus où se mettre, ça la met vachement mal. Et je lui dis, non, je ne te donnerai pas les clés. Et il me dit, donne-moi tes clés. Et là, je sens qu'il commence à vriller. Et là, encore une fois, comme il est en mode agressif, mon naturel revient et je mets ma main. Et mon ami m'a dit, tu as attrapé le verre. En fait, je mets ma main sur le verre, c'est-à-dire que je suis prête à me défendre, en fait. Mais ça, c'est inconscient, c'est-à-dire que c'est comme un sixième sens chez moi. Et il a titillé ce côté-là, et du coup, je prends le verre, et il voit que je tiens le verre. Donc encore, il comprend que je ne vais pas me laisser faire. Donc il repasse en mode douceur. Il dit donc, ben non, de toute façon, on se voit plus tard, je vous laisse manger tranquillement. Alors que la dame du restaurant est arrivée, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas été de main morte. Hein. Elle a eu peur qu'il y ait embrouille, et il est reparti. Et donc moi, il est reparti, et moi j'étais comme ça. Et mon ami, il m'a dit, Lydie, j'ai relâché le verre, en fait. Avec la douceur, en fait, comme mon ami, je suis redevenue, en fait, calme. Et elle me dit, mais attends, c'est pas une attitude normale. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, je sais pas. En fait, comme je ne l'avais pas prévenu que je venais manger avec mon ami, ça ne lui a pas convenu. En fait, il voulait commencer déjà à me gérer. Donc on commande. Et en fait, mon ami me dit, Lydie, ne te retourne pas. Il s'est garé derrière. Il s'était mis dans une petite ruelle en biais. Et en fait, mon amie avait vu, donc elle regardait de côté. Et en fait, non, moi, je ne le voyais pas. Il s'était caché. Donc on mange. Et tout le long du repas, ça c'est un truc qui m'a marqué. Mon ami me dit, mais t'es sûre? Et quand tu vas sortir, ça va dégénérer et tout. J'ai dit, non, t'inquiète. Et j'étais pas plus paniquée que ça. Hein. Je me rappelle, c'était vraiment, j'ai dit, mange, on fait comme on avait prévu, on ne tient pas compte de lui. On ressort, il se met à pleuvoir. Et en fait, il n'est plus là. Et on marche un peu, puis elle est rassurée. Et d'un seul coup, on le voit arriver. En fait, il était remonté par là-haut. Et il avait fait comme s'il n'avait pas attendu tout le long. Comme si de rien n'était. Et comme s'il passait par, ah bah tiens, je retombe sur vous. Il pleut monter. Puis après, s'en est suivi une dispute monumentale. Ça, j'étais enceinte déjà. Et c'est la première fois qu'il a levé la main sur moi. Il y en a eu... c'est venu crescendo en un seul coup. Hein. Je n'ai pas de moment particulier parce que au début, c'était une gifle. Hein. C'est vraiment... j'étais encore enceinte, hein. J'étais enceinte de mon premier. La première fois, c'était une gifle. C'était une gifle, voilà, une gifle... c'est déjà pas mal, hein, mais c'était une gifle, parce qu'après, c'est monté crescendo. Quand il me donne cette gifle, tout de suite après, il tombe sur le sol et il pleure. En fait, moi, ce qui me calmait à chaque fois, c'était quand il se mettait sur le ventre, quoi, en fait. Moi, j'étais en mode guerrière, mais dès que... je ne suis pas quelqu'un qui m'attaque au plus faible. Et je pense qu'il l'a cerné. Et dès qu'il se mettait en position de faiblesse, eh ben, je redevenais plus ou moins tranquille et j'essayais de le comprendre et de me dire, bon, peut-être qu'il n'est pas bien, en mode sauveur, quoi. J'ai des rapports non consentis. Hein, et comme moi, je ne veux pas faire de bruit au niveau des voisins, parce que j'ai une première fille que je ne veux pas déranger, je ne veux pas qu'elle s'inquiète, je ne veux pas qu'elle stresse. Et en même temps, j'ai les voisins, j'ai la fierté qui parle. Au début, c'est la fierté. Hein. C'est beaucoup la fierté. Et ça, c'est une erreur. Je le dis à chaque fois maintenant. J'accepte ses avances, même si j'en ai pas envie. Il voit, je lui dis non, je pleure. Mais plus je suis triste, plus je suis mal. Et plus j'ai les larmes qui coulent parce que je ne fais pas de bruit en pleurant. Et j'ai l'impression que plus ça l'excite. Bah, c'est un viol, quoi. Et j'ai la deuxième. Et là, comme je suis de confession, la famille me dit non, là, il faut faire un mariage. Pareil pour la sienne.
puisque on est d'Afrique de l'Ouest tous les deux. Et en fait, je me dis, bon, t'es enceinte, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu ma fille. Quand j'ai eu mon fils, pour me ligaturer les trompes, ils ont refusé. Et j'ai pas expliqué que j'étais femme victime de violence. Et je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui ne le font pas, parce qu'on est fiers, parce qu'on n'en parle pas. Si une femme vient vous voir et vous dit « je veux plus d'enfants, ligaturez-moi les trompes », il faut chercher à comprendre. À l'époque, c'était en 2017. Après, on s'est beaucoup battu, mais voilà, c'était pas encore ça, hein. La veille, avant le mariage, je reçois une portée de coups phénoménale. Et je suis marquée partout, parce que je suis assez claire. Et le jour du mariage, ma sœur et ma meilleure amie, au changement de tenue, s'en aperçoivent et me disent « mais Lydie, pourquoi tu n'arrêtes pas tout? Ne te marie pas, c'est pas possible. C'est qui? C'est lui ?» Et je réponds oui. Par contre, j'ai jamais caché. J'ai jamais menti, en fait. Chaque fois qu'on m'a posé la question, et ça c'est gravissime, ça veut dire que les médecins ne m'ont jamais posé la question. Je n'ai jamais menti. Malgré la réticence de ma sœur et de mon amie, je voulais que mon père soit fier de moi. Je m'étais dit pour une fois, je veux qu'il soit fier, je ne veux pas tout annuler à la dernière minute, donc je l'ai fait. Ça aussi, c'est une erreur, je tiens à le dire, hein, à toutes celles qui s'apprêteraient à faire la même erreur que moi, surtout pas. Alors, quand on est rentré, ce qu'il m'a dit juste après le mariage, le jour même du mariage, quand on a passé le seuil de la maison, et en plus, c'était chez moi. Ça, c'est un truc quand même. Il m'a dit, maintenant, tu dis plus rien, tu m'écoutes. Ton père n'a pas réussi à te dresser, moi, je vais te dresser. J'allaite ma fille, il passe, je pose une question, il passe, ma fille a quelques jours seulement, hein. Mais vraiment, c'est un nouveau-né. Je la prends dans mes bras comme ça, je l'allaite, et il me met un revers. J'ai collé, enfin, j'ai eu une chance, j'ai réflexe, hein. J'ai basculé l'enfant, j'ai pu la contenir, je l'ai serré contre moi, mais l'impact a tellement été violent que mon lait s'est tari. Je suis passée au biberon. Pendant 2 semaines, mon lait s'est tari. J'ai porté plainte plein de fois, hein, depuis 2011. Mais en fait, j'ai toujours retiré mes plaintes. J'ai toujours eu le cran d'aller porter plainte. Alors pourquoi j'ai toujours retiré mes plaintes? Si j'ai toujours été menacée. D'ailleurs, il y a un truc qui me fait rire. À chaque fois qu'on va pour retirer la plainte, on nous dit vous êtes sûr que c'est selon votre gré, votre bon vouloir, que vous n'y êtes pas obligé? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Une femme victime de violences conjugales, si elle vient retirer sa plainte, c'est qu'elle sait qu'elle peut mourir, ou que quelqu'un proche d'elle, comme ma fille par exemple, la première que j'avais, peut mourir, qu'elle est menacée. Alors à chaque fois on répond non, c'est de mon gré, mais en fait c'est un mensonge. Là on ment, on ment parce qu'on pense qu'on va être tranquille, mais finalement on s'auto-piège en fait, on se piège nous-mêmes. Il y a eu une première grande secousse, c'est quand ma fille, quand j'étais enceinte de mon dernier, ma fille entendait les injures en disant « oui, tu sors, tu baises avec des chiens », parce que le père de ma première fille est blanc. Et du coup, ma fille, en entendant tout ça de sa chambre, ne supporte plus et sort avec un verre et s'avance vers lui et lui balance de l'eau à la tête avec la tasse en lui disant « tu vas laisser ma mère tranquille !» Et là, j'avais appris à le connaître, son regard changeait. Je me précipite, je suis enceinte, hein. Je me précipite, je fais entrer Océane dans sa chambre, je me mets sur la porte, je bloque. Il arrive, il se déchaîne sur moi. Mais je ne peux pas vous dire la force que j'ai trouvée. Ma fille, d'ailleurs, ça l'a marquée parce qu'elle entendait les coups. Elle savait que j'étais sur la porte. Et elle a vu que malgré toute sa volonté, il n'a pas pu ouvrir la porte. Il m'a tapé jusqu'à ce que je tombe au sol, que je saigne, et il est sorti. Il n'a pas pu toucher ma fille. Je ne l'ai pas laissé toucher ma fille. Je n'ai pas laissé faire. Et je crois que ça a été le déclencheur aussi. Ça a été le premier déclencheur. Je suis partie porter plainte. Je ne l'ai pas retiré. Et suite à ça, j'ai fait des réunions parce que je voulais me divorcer. Il y a eu à peu près 18 réunions, 17 réunions, pardon. Et ils sont venus et j'ai dit je veux divorcer. Tout le monde a essayé de me convaincre. C'était la 17e fois. J'ai dit à mon père, suite à cet incident, j'ai dit la prochaine fois, je vais mourir. Et en fait, ça n'a pas loupé. La 18e fois, c'était mon visage. Je tombe par terre, ma graisse du nez va sous mon œil s'enfonce, mâchoire fracturée. Je tombe au sol, que je suis enceinte et que j'arrive à me hisser dans la salle de bain. Je perds du sang devant mon fils de 3 ans, donc je ne veux pas qu'il me regarde, donc je me traîne. J'essaie de me relever à un moment donné. Il voit que je me relève, qu'est-ce qu'il fait? Parce que je fais bégon, je suis à 4 pattes. Il me refoule son 47, donc aux UMJ, j'ai le 47 dans mon dos.
Et je me traîne jusqu'à la salle de bain. C'était la dernière fois, ça. Je me relève et je vois mon visage et je hurle parce que je vivais de mon apparence. Puis en même temps, c'est comme s'il m'avait, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme s'il m'avait détruit entièrement en fait. Lui, il a été jugé, effectivement, il a écopé de 6 mois de sursis et 2 ans de mise à l'épreuve. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il n'a pas le droit de m'attaquer, il n'a pas le droit de porter une arme, il n'a pas le droit de m'approcher, il n'a pas le droit d'être au contact hors visite médiatisée des enfants. Mais en aucun cas, il a écrit qu'il n'a pas le droit d'être dans ma rue. Donc qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas tranquille. Le 9-10 2024, je suis partie encore porter plainte. Pourquoi? Parce qu'il vient dans ma rue. Parce que ce n'est pas précisé dans le jugement. Il n'y a pas de statut pour être une femme battue. Moi, j'ai connu des femmes avocates, des femmes médecins, des femmes... Et en fait, il ne faut pas se fier aux apparences. J'ai créé mon émission parce que suite à mon diplôme, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'émissions sur le sujet des violences. Et je voulais montrer qu'une femme victime de violence pouvait être journaliste, qu'on pouvait croire en ses rêves, qu'on pouvait remonter la pente, que ce n'était pas inscrit dans le marbre. Donc j'ai fait Crache ton venin pour que les gens qui viennent dans mon émission crachent ce qu'ils pensent de la société, des violences. Et je fais venir un peu tout le monde parce que j'aime bien qu'il y ait un peu de tout, des politiciens, des artistes, des femmes du barreau, et des victimes lambda aussi. Parce que je trouvais qu'on ne mettait pas assez les victimes lambda en avant. On a toujours tendance à prendre des gens qui ont une renommée. Et je trouve que c'est bien triste. Donc, pour retrouver mes émissions, il faut aller sur mon site Insta, Lydie Drame. Il y a Lydie Corot et Lydie Drame. Et j'ai aussi CTV Productions.